Alexandre Langlois, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Vigie et ce syndicat a déposé un préavis de grève illimité à partir de ce samedi 8 décembre, jour de la mobilisation des Gilets jaunes. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez déposé ce préavis de grève ? Alors, on a déposé un préavis de grève parce que les pouvoirs publics sont complètement sourds, à la fois à la souffrance de la population française des Gilets jaunes et de la police nationale. Nous sommes solidaires du mouvement depuis le début. Nous avons appelé nos adhérents à faire preuve de discernement quand ils sont sur les maintiens de l'ordre. Et ceux qui veulent aller se joindre au mouvement des Gilets jaunes mettent un gilet jaune de façon anonyme pour respecter le côté politique et syndical. Parce que les revendications sont communes à tout le monde. C'est le pouvoir d'achat à la fin du mois, c'est pas parce qu'on est policier, pompier, infirmière, on est tous du mal à boucler les fins de mois. Du coup, le prix de l'essence pour chez nous, par exemple, ça a eu un impact considérable parce que les policiers ne peuvent rarement habiter sur le lieu de travail où ils sont. Pour deux raisons. Soit la première raison, les loyers sont beaucoup trop chers, donc on ne peut pas habiter. Soit les loyers sont plus modérés, mais on se retrouve avec un voisin de palier qu'on a pu arrêter dans la journée, ce qui pose des problèmes. Donc on s'éloigne. Et comme nous avons des horaires atypiques, du coup, nous ne pouvons pas prendre les transports en commun pour ceux qui travaillent en région parisienne, parce qu'en province, c'est impossible. Du coup, l'impact du prix de l'essence a eu un gros coup. Donc, notre gouvernement étant sourd à tout ça. Ensuite, nous utilisons de façon la réponse qu'il a donnée est une réponse sécuritaire, d'opposer les Gilets jaunes, qui représentent le peuple à 60-80%. J'exclus bien sûr les délinquants et criminels qui attaquent les forces de l'ordre et les bâtiments. On ne parle pas de l'épiphénomène de ces gens-là, mais du mouvement de fond. On a les mêmes problématiques. Donc plutôt que de s'opposer, on s'est dit le mieux, c'est qu'on soit ensemble. Et là, pour faire agir le gouvernement. Parce que finalement, on a tous les mêmes problèmes. Et si on y va tous ensemble, ils vont réfléchir. Donc là, depuis qu'on a déposé le préavis de grève, il n'y a plus eu d'augmentation des taxes en 2019. Alors un hasard, peut-être qu'ils l'avaient prévu, ou en tous les cas, on s'en félicite si c'est grâce à nous. Parce que c'est un effort collectif. Et la deuxième chose, on se dit que le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de manif samedi parce que tout le monde aura obtenu satisfaction. Ça, il y a 2 heures, il reste encore 48 heures. Ça laisse une marge de belles propositions de la part de notre gouvernement. Ce préavis de grève, il concerne le personnel administratif, technique et scientifique parce que je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent, les agents de terrain n'ont pas le droit de grève. Exactement. Depuis 1948, le droit de grève dans la police a été acheté. Bon, ce qui est une anecdote amusante, c'est que la Cour de cassation a récemment condamné un patron qui avait dit « j'achète le droit de grève à mes salariés » en disant que c'était un droit fondamental et qu'on ne pouvait pas leur retirer. Donc chez nous, on peut toujours, on se bat pour le récupérer. Mais faute de l'avoir, on ruse du coup. Donc les personnels techniques, administratifs, ouvriers d'État, scientifiques sont les personnels support de la police nationale qui sont bien souvent oubliés, mais qui sont nécessaires à la bonne fonctionnement de l'institution. Et s'ils ne sont pas là, ça ne marche pas. Je prends l'exemple d'une compagnie de CRS. Si les adjoints techniques et sur toute la logistique derrière ne sont pas là, il y a beaucoup de chances que la compagnie soit immobilisée. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on a proposé, c'est à nos collègues actifs qui n'ont pas le droit de grève de payer 5 € chacun aux personnels qui se mettent en grève dans l'intérêt collectif pour que eux, ils seront payés vu qu'ils ne sont pas en grève, et puis finalement, ils n'auront quand même pas travaillé et obtenu le gain de cause général. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés, avec une petite particularité pour les personnels scientifiques. Le week-end dernier, faute de personnel actif suffisant pour être sur place de l'Étoile, ils les ont envoyés faire du renseignement, alors qu'ils n'ont ni l'information, ni les primes qui vont avec. Donc ça évitera aussi des détournements de mission de la part de notre gouvernement. Alors concrètement, comment ça se passe ? Une compagnie de CRS est envoyée sur un terrain, tout ce personnel administratif autour, qui c'est ? Et à quoi ils servent concrètement ? Ils servent concrètement à assurer la logistique, c'est-à-dire qu'ils vont assurer déjà les repas, d'amener les repas sur le terrain, bien sûr sans avoir la formation ni les primes de risque qui vont avec, sinon ce serait trop facile. Donc c'est-à-dire que quand les personnels CRS qui sont en maintien de l'ordre, c'est très difficile, s'ils ne sont pas nourris, c'est compliqué. La deuxième chose, ils s'occupent aussi de la logistique des lits, de comment la compagnie va dormir, toutes ces choses-là. Donc s'ils ne sont pas là, les compagnies peuvent mettre des personnels actifs sur ces positions-là pour remplacer, mais déjà les compagnies de CRS en fait, ont été vidées de leurs effectifs par les gouvernements précédents et du coup elles sont déjà en effectif tendu, donc on enlever 10 ou 15 effectifs, des fois la compagnie ne peut plus bouger. Donc peut-être que les missions support seront assurées, mais ils ne pourront plus assurer le maintien de l'ordre. Voilà. Sachant qu'après, ce qu'on a dit aussi à nos collègues, comme ils font des grandes vacations qui sont épuisées avec 20 jours de travail d'affilée, des vacations de 20 heures et traités comme des chiens par notre administration, on leur a dit plutôt que de faire un burn-out sur le terrain, d'aller blesser un manifestant, de vous mettre en danger, le plus simple c'est d'avoir votre médecin qui analyse la situation si vous êtes apte ou pas à travailler. Par rapport à ça, les conséquences de ce qui s'est passé samedi dernier, on a vu des scènes violentes qui ont circulé sur les réseaux sociaux de CRS envers des manifestants. Quelles sont les conséquences pour la police de manière générale, pour l'image de la police, ces citoyens qui voient des CRS avoir des comportements violents avec des gilets jaunes ?
Alors, il y a déjà une chose importante, il n'y a pas que des CRS. Dans le LAS, les CRS sont des petites bandes jaunes, les compagnies d'intervention des petites bandes bleues, et quand il n'y a pas de bande, c'est souvent des gendarmes mobiles. Donc, des fois, on mange pour tout le monde en tant que CRS, mais en fait, il y a différentes unités avec des techniques d'intervention différentes et des formations différentes. Ensuite, c'est toujours déplorable d'avoir ces images. À l'heure actuelle, les images, les gens sont moins tolérants à la violence, les images sont régulièrement diffusées, donc tout est filmé, donc il n'y a plus de secret, donc ça, c'est pas trop forcément mal, mais après, il faut savoir mesure gardée, j'allais dire, parce que finalement, il y a des images, chaque fois ça doit faire 10, peut-être 20, je ne sais pas les chiffres exacts, mais par rapport aux 160 000 fonctionnaires de police, finalement, ça fait une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plus de 159 000 et des brouettes qui font correctement leur travail. Donc effectivement, ce n'est pas les missions quand ça se passe bien qui font le buzz. Donc ça donne une image qui n'est pas bonne. La deuxième chose que les gens ne voient pas, par contre, c'est que sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'interviennent que sur ordre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'initiative personnelle. Par exemple, quand ils sont sur le terrain en commissariat, ils voient une infraction, ils ont la liberté d'intervenir ou non, suivant ce qu'ils voient. Sur le maintien de l'ordre, ils vont par exemple bloquer toutes les rues autour de la place de l'Étoile, mais ils vont dire sincèrement aux manifestants, vous pouvez sortir dans la rue d'à côté, mais ils n'ont pas la vue d'ensemble, ce sera uniquement ceux qui sont dans la salle de commandement, qui eux savent exactement ce qu'ils font. Donc en fait, ça fait des policiers qui sont sincèrement, qui pensent qu'il y a une sortie, des manifestants qui essayent de sortir, au bout d'un moment exaspérés, ils finissent par rentrer dans le tas à cause d'agitateurs également qui profitent de la situation. Et la dernière chose, c'est que souvent les débordements arrivent en fin de journée, enfin les images les plus violentes et les dérapages de mes collègues, quand nos collègues ont déjà 13 heures de vacation dans les pattes, c'est-à-dire la durée légale du travail, mais ils vont encore en faire 7 heures derrière, et qu'ils ont déjà tenu 10 ou 15 jours sans repos entre les deux. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on va avoir un collègue qui sera sanctionné, parce qu'il a fait une faute personnelle, mais en fait, pour nous, sa faute devrait être le haut de l'iceberg. C'est derrière toute la hiérarchie, la machine policière institutionnelle cachée dans des bureaux, qui crée ces situations, avec des fonctionnaires de chez nous qui vont être mal dans leur peau par rapport à ce qu'ils ont fait, qui vont se sentir, voilà, et des civils qui vont être blessés, qui n'ont rien fait finalement, parce qu'il y a eu, ils ont été pris en dommages collatéraux, c'est un terme que je n'aime pas, mais c'est ce qui décrit mieux la situation. Ils ne seront jamais embêtés, c'est-à-dire qu'on va changer le fonctionnaire, mais les gens qui sont aux manettes, ce seront toujours les mêmes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pour ça qu'on a appelé à la démission du préfet de police et à la démission de M. Gibelin qui gère l'ordre public depuis une dizaine d'années. C'est catastrophique ici, mais c'était catastrophique également sur les manifestations loi travail, sur les manifestations retraite, CPE, Manif pour tous. C'était le chaos à chaque fois. Donc au bout d'un moment, il faut gérer les incompétents, même s'ils se sont perjurés ce serment dans l'affaire Benalla. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que les médias en général, ont tendance à opposer gilets jaunes, CRS. Et effectivement, nous, sur le terrain, on a discuté avec des CRS, on leur demandait quelle rue prendre, et exactement comme vous dites, ils disaient, je sais pas, moi, je suis là depuis 6 h du matin, j'en sais rien, j'ai pas d'informations, on m'a dit de bloquer la rue, je bloque la rue. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a un commandement qui donne des ordres. Ce qu'on a cru comprendre, nous, samedi, c'est que les ordres n'étaient pas clairs. Les CRS étaient parfois dépassés par la situation, ce qui peut amener à ces situations de violence, en fait. Quand on est débordé, je vais donner un exemple parce que les collègues nous ont témoigné de la situation. Quand ils étaient sous l'Arc de Triomphe, il y avait une compagnie d'intervention qui dépendait de la préfecture de police qui était épaulée par une compagnie de CRS. Les CRS ont reçu l'ordre de leur direction, qui n'est pas la même, qui dit « vous partez ». Donc les CRS sont partis, les autres ont dit « et nous ?» Vous n'avez pas les ordres. Du coup, ils se sont fait prendre à revers. Ils ont été débordés dans tous les sens et pour s'en sortir, ils ont dû faire usage de la force pour pouvoir partir et sauver leur vie. Donc si jamais la préfecture de police était un tout petit peu coordonnée, juste sur des choses même simples, on ne parle même pas du dispositif de façon générale qui à notre sens n'était pas adapté, mais des choses simples de dire, attendez, si on enlève cette compagnie, les autres vont se faire déborder, la seule chose qu'ils auront, c'est d'utiliser la violence pour s'en sortir parce qu'il y aura des gens qui veulent en découdre en face, ça fait des images catastrophiques. On n'aurait pas ça. Nos collègues ne seraient pas blessés, des manifestants ne seraient pas blessés, puis il y aurait peut-être eu plus d'interpellations de ces leaders qui sont là pour casser et violenter, et peut-être apaiser les tensions. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous posent problème, ou que les gens ne voient pas, mais que sur le terrain, finalement, on n'a aucune vision et on doit faire malheureusement confiance à cette hiérarchie qui nous trahit. Qui du coup vous donne les ordres directement à l'oreillette en fait. Alors par radio, voilà, on a des radios, les chefs d'unité reçoivent les ordres, les transmettent et ils n'ont aucune marge de manœuvre sur adapter la situation sur le terrain, comme peuvent avoir nos collègues qui travaillent en commissariat dans d'autres services où ils adaptent en fonction de ce qu'ils voient. Ils ont une initiative personnelle. Là, on leur dit non, le dispositif, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes un petit peu peut-être trop bête. Nous, on a une vision d'ensemble, faites-nous confiance. Bon, quand on leur fait confiance, on voit ce que ça donne. On a vu ce que ça a donné, en tout cas, samedi dernier. Alors, j'ai une petite question technique concernant les armes de maintien de l'ordre qui ont été utilisées samedi dernier. Historique, plus de 10 000 grenades lacrymogènes, des tirs de balles en caoutchouc, et ces fameuses grenades de désencerclement que des manifestants ont ramassées à main nue. On a vu que les Gilets jaunes ne sont pas des manifestants qui ont l'habitude des manifestations. Et ces fameuses grenades, alors on va faire un petit point technique, GLI-F4, qui sont très critiquées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ce type de grenades et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette utilisation ?
Alors, je ne serais pas assez technicien pour rentrer dans le détail, ce seraient mes collègues CRS ou armuriers qui pourraient rentrer dans les détails. La seule chose qu'il y a, c'est que les unités de maintien de l'ordre prennent l'armement qu'on leur dit de prendre. Ils utilisent en fonction des ordres qu'ils vont recevoir. Après, pour le moment, on utilise le matériel. Les compagnies de CRS sont reconnues pour leur professionnalisme. Je pense après, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je pense à une manifestation il y a quelques années pour le Tibet. Voilà, il y avait des gens qui avaient fait un sitting dans la rue à Paris. Les CRS sont intervenus pour rétablir l'ordre. Ils ont porté les manifestants un par un sur le trottoir. Bon, voilà, c'est une utilisation possible. Il n'y a pas eu de blessés. Les autres sont restés sur le trottoir et ça s'est terminé. Chacun a eu ce qu'il voulait. Donc c'est l'utilisation qu'on en fait. Après, c'est de savoir aussi que les services de renseignement puissent travailler en amont. Parce qu'on n'en parle pas assez. Depuis M. Sarkozy, il a cassé les renseignements généraux. Depuis, personne, aucun gouvernement n'a remis les moyens pour que ça fonctionne. Donc quand les gens n'ont pas l'information pour déployer correctement les effectifs, ça pose aussi des problèmes. Et ensuite, sur le terrain, nous avons par exemple demandé à la place des grenades lacrymogènes, on a demandé des bombes à poivre. Pour deux raisons. Parce que les grenades lacrymogènes, il y a des gaz toxiques. Donc si on les respire, j'allais dire en tant que manifestant une fois, c'est pas très grave. Mais même pour nos collègues CRS qui en ont mangé toute la journée, eux, ça peut avoir des répercussions sur leur santé. Une grenade à poivre, l'avantage, c'est du poivre, ça fait pleurer aussi, c'est pas agréable, mais il n'y a pas de répercussions sur la santé. Donc il y a des choses comme ça assez simples. Après, les manifestants n'ont pas forcément l'habitude de manifester, mais quand on voit une arme tomber ou une grenade tomber, ne pas ramasser, enfin, je veux dire, c'est un réflexe de survie, même si on n'est pas manifestant aguerri, ne pas les laisser. C'est fait pour pas qu'on puisse les relancer. Donc, soyons intelligents, laissons-les, tant pis, éloignons-nous le plus possible. Et dernière précision, ces armes-là ne sont utilisées déjà que sur ordre de notre hiérarchie, sauf qu'on est vraiment pris à partie, qu'on doit se désencercler, qu'on n'a plus d'autres solutions. Le matériel, par exemple, c'est eux qui prévoient le stock. La dernière fois, ils n'avaient pas prévu assez, donc ils ont mis du stock. D'ailleurs, l'État en a commandé un grand nombre de grenades pour être sûr d'en avoir. Et après, il y a différentes utilisations du maintien de l'ordre. On peut utiliser le maintien de l'ordre aussi avec des matraques ou des tonfas, avec les coups différents. C'est-à-dire que des fois, les coups peuvent paraître également violents avec des tonfas ou des matraques, mais en général, quand c'est donné dans les niveaux des mollets et dans les tibias, c'est pas agréable du tout, ça je ne le dis pas, mais ça n'a pas de risque sur la santé, à part un gros bleu. Voilà. Après, évidemment, il peut y avoir d'autres façons de les utiliser qui ne sont pas professionnelles, qui sont souvent liées à l'épuisement plutôt qu'à une volonté de nuire. Et la dernière chose où on était content, c'est que le canon à eau est utilisé. Alors, le canon à eau a un avantage, c'est que ça disperse parce que c'est un jet très fort, et que même chose, pour les gens qui sont à côté, à part d'avoir des gouttes d'eau, ça ne fait rien. Le président de la République a proposé une prime pour les agents qui étaient présents la journée du 1er décembre. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre sentiment par rapport à cette volonté du président? On a l'impression d'acheter ces agents. C'est comme ça que ça a été vécu. C'est-à-dire que nos collègues, s'ils ont la prime, déjà, c'est une promesse. Attention, une promesse, ça ne veut rien dire, ça coûte zéro. Par contre, ça permet peut-être que les effectifs soient présents samedi prochain s'ils croient en la promesse. Ensuite, la deuxième chose, si jamais la promesse est tenue, nos collègues seront contents, vu leur pouvoir d'achat, d'avoir un petit plus dans les épinards. Par contre, le ressenti profond, c'est que c'est du mépris qu'on a eu. Du mépris parce qu'en fait, il y a déjà des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. On a des collègues qui ont des sommes dues, que l'administration a répondu faute d'argent dans les caisses, on ne vous paye pas. C'est des collègues qui comptaient sur cet argent pour payer des cadeaux de Noël ou simplement même payer leurs impôts. Je vois bien dire aux impôts, je ne vous paye pas parce que le ministère ne m'a pas payé. Bon, les impôts, ils vont venir saisir vos affaires. Donc, il y a un mépris en disant, je vais vous filer 100 balles et un mars. Par contre, tout ce que je vous dois derrière, les plusieurs millions, ça c'est non. Et le paradoxal sur les heures supplémentaires, juste sur la journée de maintien de l'ordre, nos collègues disent on fait 9 heures ou 10 heures d'heures supplémentaires par rapport à la durée légale du travail, donc c'est-à-dire qu'encore même plus en fait, c'est 200 ou 300 euros, c'est 3 fois plus que la prime qu'ils nous proposent. Et donc en fait, on est vraiment ridicule, c'est qu'ils nous donnent un nono s'arranger pour dire vous êtes mes chiens et voilà. Et le lendemain en plus, ils nous faisaient courir sur les Champs-Élysées pour assurer sa sécurité. Les CRS, ils étaient fous. Et l'autre ressenti, c'est de dire voilà, cette prime en plus, si on l'accepte, en dehors du fait que ça ne peut nous arranger, ça va nous diviser des Français en disant qu'on est à la solde du pouvoir, qu'on est des mercenaires. Donc les policiers l'ont compris. Donc même s'ils l'acceptent, si la promesse est tenue, ce ne sera pas dans ce sens-là qu'on le fasse, parce qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois et que 100 euros c'est important pour nous, ça fait peut-être une semaine de plein de courses pour certains collègues, voire plus pour d'autres. Donc voilà, mais on a bien compris le sens de son message et nos collègues ont dit si on peut, on la refusera. Financièrement, parce que ça nous divise du mouvement du peuple et on n'est pas les chiens de garde du gouvernement, on est au service du peuple. Alors, dans ce que vous dites, il y a quand même des choses qui nous font penser à ce que nous disent aussi les Gilets jaunes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le mouvement des Gilets jaunes? Nous, depuis le début, on est solidaires du mouvement des Gilets jaunes, sur les revendications qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire les revendications sur le prix de l'essence, sur la CSG, sur le pouvoir d'achat de façon générale. Nos salaires sont gelés, mais dans le privé, il y a aussi des choses qui sont à améliorer. Donc c'est sur les revendications-là qui sont globales à tous les Français, je veux dire, à part ceux qui ont une cuillère d'or dans la bouche.
on est solidaire de ça. Donc on a les mêmes revendications pour notre branche professionnelle, mais si là le mouvement est très large et soutenu par tout le monde, c'est l'occasion que tout le monde puisse en profiter en fait. Donc et après sur les autres revendications qui sont des revendications faux vertige, de la politique, ça on laisse ça aux politiques et aux gens à s'exprimer dans les urnes. On ne rentrera pas dans ce débat-là. Alors vous avez demandé dans votre communiqué de rencontrer le récent ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? On a à lui dire que déjà, il faudrait dialoguer. Il a rencontré les organisations syndicales de son choix mardi ou mercredi dernier. C'est-à-dire que sur 14 organisations qui vont se présenter aux élections professionnelles qui sont en cours et qui se terminent ce soir, il en a rencontré 4. Les 10 autres, je veux dire, la représentativité ne veut plus rien dire dans un contexte d'élection professionnelle. Donc on lui dit déjà, ouvrez le dialogue avec tout le monde. Les associations de policiers en colère aussi ont des choses à dire. Et après, vous en tenez compte ou vous en tenez pas compte. Mais au moins, vous aurez entendu ce qu'on a à dire. Et après, ce qu'on attend plus, c'est des mesures concrètes sur notre pouvoir d'achat. C'était le but de notre préavis de grève en disant nous, la CSG, ça nous intéresse, mais si vous le faites pour nous, au nom de l'égalité, ça doit être fait pour tout le monde. Le prix de l'essence qui baisse, ça impacte nous, mais ça impactera tout le monde. Donc on a des choses comme ça. Et après, le point d'indice, s'il est augmenté, ça ne concernera pas tout le monde, mais au moins tous les fonctionnaires. Donc on a des revendications comme ça. Et après, plus particulières, c'est les heures supplémentaires. Mais dans une entreprise privée, les heures supplémentaires sont payées. On ne peut pas en accumuler 25 millions en stock pour son personnel. Donc c'est juste des choses qui sont des fautes légales déjà. Donc voilà tout ce qu'on dit à M. Castaner. Après, on a envie de dire, maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à dire des discours de va-t-en-guerre dans votre bureau, soit on vous dit la réalité, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et on fait un travail d'équipe. Parce que quand vous venez nous voir, vous dites, je vous soutiendrai toujours. Non. Les deux derniers ministres de l'Intérieur qui ont le respect des policiers, ça date d'il y a 30 ans. Et ce n'est pas une question de bord politique, c'est Pasqua et Jox. Parce que c'est eux qui ont pris soin des policiers. Et le discours de Pasqua Gervais-Couttis, qu'on me l'a envoyé il n'y a pas longtemps, son premier discours en tant que ministre de l'Intérieur, ça n'a pas été de dire je vais tout nettoyer au Karcher, je vais tout casser, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais prendre soin des policiers. Et je veux dire, tout employeur devrait commencer par prendre soin de ses personnels. Et c'est ce qu'on attend, et pour le moment de la considération, et non ce mépris en disant je vais vous acheter avec une prime de fin d'année. On parle beaucoup du démantèlement du service public, on voit qu'il y a les soignants qui sont touchés, les professeurs, et vous en faites partie. On a l'impression avec les images qui ont été diffusées en masse du samedi 1er décembre qu'on oppose tout simplement la police, les gilets jaunes. Alors que dans ce que vous dites, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui croient à cette opposition entre des gilets jaunes, des policiers, en fait entre ces gens qui sont sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je vais leur dire arrêtez, ouvrez les yeux. Tout simplement, je veux dire, il y a les images qu'on voit à Paris, parce que c'est celles qui font le buzz, de violence, de frottement entre personnes qui portent un gilet jaune, et des fois même à un moment ils ne le portent plus, ils s'embêtent même plus, ils enlèvent le gilet jaune. Donc c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement profond des gilets jaunes, et je les invite à aller voir partout où ça se passe en France. Nous on a des photos de collègues qui mangent des pizzas sur les ronds-points, il y a des ralentissements, voilà, il y a des choses qui sont tolérées pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas besoin de faire usage de la force. Nos collègues en province qui sont en CRS n'ont pas utilisé de grenades, en général ils ne sont même pas casqués, ils poussent les gens avec les boucliers s'ils les mettent, les matraques sont rangées. Donc c'est plutôt bon enfant, on se pousse, on est plus dans du théâtre et de la mise en scène bon enfant que dans de la violence et un affrontement brutal. Pour le moment, la seule personne qui a réussi à couper un autoroute de façon complète, c'est Castaner en se déposant avec 2 hélicoptères. Quand on nous parle de la transition écologique, en plus c'est drôle, enfin, je veux dire, bon voilà. Donc à part ça, ça se passe bien, ils ont plus de possibilités en province qu'on est loin du pouvoir finalement. À Paris, ils disent on va faire des blocages, on va dire c'est non, c'est non, c'est non, la loi, oui d'accord. En province, ils disent écoutez, la loi, vous n'avez pas le droit de bloquer la circulation, ça c'est vrai. Bon nous on est 10, on ne va pas venir vous casser les pieds parce que vous êtes plus nombreux. Ce qu'on vous propose, on va tolérer certaines choses qu'on ne tolérera plus, on appellera des renforts. Et c'est nous, si on n'a pas les renforts à appeler, que finalement la circulation peut se faire peut-être moins vite que d'habitude et que le message passe, c'est ça que ça s'organise. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nos collègues, en fait, dans 70% à 80% des cas, finalement, comme la population française, la police est à l'image de la population française. Soutient le mouvement, parce que nous avons les mêmes problématiques. Même des collègues qui étaient place de l'Étoile, parce que place de l'Étoile, le samedi dernier, en fonction de la rue où on était, il y avait des ambiances complètement différentes. Il y a des endroits où on envoyait des petits ballons en l'air, on discutait avec les CRS, de l'autre côté, ça castagnait à coups de pavé. Mais ceux qui ont pu discuter dans un endroit où c'était plus calme, nos collègues leur ont dit, mais on est avec vous les gars en fait. Nous, on doit maintenir l'ordre pour que ça se passe bien. Mais si jamais il n'y avait pas les mecs violents en face qui nous chargeaient, nous, on n'aurait pas bougé. Et après, ce que je dis aussi, c'est que quand nos collègues font en province, c'est ce qui se passe souvent, il y a des négociations en disant, écoutez les gars, vous enlevez vos casques en soutien envers nous, puis nous, on se disperse tranquillement. Donc je veux dire, c'est intelligent. On pourrait dire, non, on n'enlève pas les casques, c'est pas dans le règlement, et puis on partira que quand vous serez partis. Nos collègues jouent le jeu, ils enlèvent les casques parce que finalement, ils sont plutôt d'accord. Alors après, quand il y a une vidéo à Pau, ils enlèvent les casques, ils chantent la Marseillaise, et il y a un abruti qui jette à neuf, où les gilets jaunes se retournent contre ce gars, et
puisque nos collègues doivent remettre leur casque, on dit pour une personne chez les Gilets jaunes qui pose problème, voilà, ça casse une belle image. Donc on invite ces gens à arrêter de casser l'image du mouvement, qui arrêtent de casser les revendications de fond sur finalement des images qui vont faire le buzz, mais qui parasitent le message de fond. On leur dit si vous voulez vraiment avoir des améliorations, il faut qu'on soit tous ensemble. Sinon, quelles que soient vos revendications, votre idéologie, si vous faites usage de violence, si vous voulez jouer dans l'opposition, les seuls gagnants, ce sera le gouvernement. Alors, sur votre communiqué de presse, on voit des agents de police qui ont un gilet jaune. Qu'est-ce qui se passerait si ce samedi 8, on voyait des agents de police dans la rue assurer le maintien de l'ordre avec un gilet jaune? Il faudrait qu'ils aient une bonne excuse de le mettre, parce que ça c'est un collectif de policiers d'Île-de-France, une association de policiers qui a lancé un concours policiers en gilet jaune. Donc nos collègues soutiennent le mouvement, se mettent mais de dos pour éviter les sanctions administratives. Après, sur la voie publique, nous avons un devoir de neutralité du service public. Donc ce serait une faute professionnelle et l'administration ne se priverait pas de sanctionner tout le monde. Après, il y a des possibilités de ruser, j'allais dire. Il y a des collègues, par exemple, motards qui l'ont fait à un endroit, ils ont mis leur gilet jaune, ils sont arrivés au milieu des trucs, ils se sont dit « ouais, mais c'est pour qu'on soit visible, c'est dans la tenue officielle ». Nos collègues CRS qui commencent le matin et c'est encore la nuit, qui finissent la nuit sur les autoroutes, etc., mettent le gilet jaune et font des photos avec les gilets jaunes en train de partager une pizza. Donc ils ne peuvent pas être sanctionnés parce que c'est du bataille administratif, ils peuvent justifier pourquoi ils l'ont mis, on sait bien pourquoi ils l'ont mis, donc ils ne risquent pas de sanctions, mais on a compris le message. Après, en pleine journée, ça semble compliqué de ne pas risquer des sanctions. Voilà. Donc on préfère qu'ils soient en maladie s'ils ne peuvent pas tenir la route, soit qu'ils essayent de motiver leur personnel administratif et technique pour ne pas venir. Et vous, est-ce que vous serez dans la rue samedi et de quel côté? Moi je serai dans la rue samedi, je serai du côté des Gilets jaunes, je ne serai pas à Paris, je serai en province. Très bien. Vous voulez me dire où? Je serai en Bretagne. Après, je ne sais pas encore le point. A priori, je serai sur Redon, Questembert ou Vannes, dans cette zone-là. Est-ce que vous avez un mot pour les Gilets jaunes qui voudraient manifester ce 8 décembre? On entend qu'il va y avoir beaucoup de violence. Est-ce que vous avez des consignes à leur donner pour que ça se passe bien pour tout le monde? Pour que ça se passe bien pour tout le monde, la première consigne, ce serait au gouvernement. Trouvez-nous des réponses avant vendredi et tout le monde profite de son samedi. Bon. Ensuite, pour les Gilets jaunes, si jamais ce scénario idyllique n'arrivait pas, c'est quand il y a des moments, des scènes de violence, des gens qui commandent des crimes ou des délits devant eux, de s'éloigner le plus vite possible. Parce que la police, sur un maintien de l'ordre, va charger indistinctement les gens qui sont devant eux parce qu'on gère une foule, on ne gère pas des individus. Voilà. Ensuite, vous allez également voir des personnes, il y a eu des fake news qui ont circulé dans tous les sens en disant des policiers sont des casseurs, ils s'habillent, regardez-les. Non, ça en général c'est des unités de la BAC pour justement pouvoir cibler des personnes individuellement et retirer les meneurs et individualiser les responsabilités pour éviter justement de charger la foule au complet. Donc ces gens-là, c'est normal, c'est leur travail également. L'autre chose aussi, c'est si c'est possible, de marcher en défilant. Et si jamais on voit qu'il y a des groupes qui commencent à chauffer, voilà, de s'éloigner un petit peu comme ça s'est passé sur les manifestations loi travail, où il y avait des groupes qui n'avaient rien à voir avec les manifestants, qui se mettaient devant, et puis le cortège syndical pacifique qui avait des revendications, se mettait plus loin. Les policiers pouvaient faire leur travail sans avoir de cas de conscience, puisque ces gens-là ont fait leur choix. Voilà, en France, on peut tout faire, il faut juste en assimiler les conséquences. Donc, c'est les premiers conseils. Et après, les autres conseils, c'est que ça se passe un petit peu partout comme ça se passe en France. Continuer l'ambiance bon enfant entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes, à partager des repas ensemble, à discuter et trouver des points de tolérance qui sont gagnants-gagnants, j'allais dire, qui évitent un déploiement de maintien de l'ordre, qui évitent des violences et qui permettent aussi aux usagers qui n'ont rien demandé de pouvoir circuler. Voilà. Donc, ça se passe partout en France correctement. Appliquons ça. Voilà. Et sur Paris, donc du coup, si ça devait dégénérer, on invite les gens à partir le plus vite possible parce que nos collègues seront obligés de rétablir l'ordre de façon violente parce que c'est pour le moment les directives du gouvernement de rétablir l'ordre par la force. Vous n'allez pas prendre un coup pour rien parce qu'à la fois vous pourriez vous faire blesser et à la fois un de nos collègues policiers pourrait après être ennuyé administrativement parce qu'un innocent aura pris un coup qu'il ne méritait pas. Et rappelons, c'est important, que ce n'est pas le CRS, le policier qui décide de ce qu'il va faire sur le terrain, qu'il reçoit des ordres. Exactement. Sur un maintien de l'ordre, ils ne décident rien du tout. Ici, on leur dit de bloquer une rue, ils ne savent pas si les autres rues sont bloquées ou pas. Si on leur dit maintenant vous dispersez à coups de grenade, ils doivent utiliser les grenades. Voilà, donc les ordres sont donnés par la salle de commandement, par des gens qui sont cachés à l'île de la Cité, parce que c'est ça, ils ne sont pas sur le terrain. Et même des commissaires qui sont sur le terrain n'ont aucune marge de manœuvre. Les commissaires, on est au haut de l'échelle dans la police nationale. Donc je veux dire, c'est vraiment les gens qui sont dans la salle de commandement qui dirigent tout. Donc voilà, si on doit s'en prendre à quelqu'un ou si par exemple des gens veulent faire des recours pour des violences policières, après, toujours faire la distinction entre légitime et illégitime. Après, la justice tranche, voilà. De ne pas oublier, surtout, d'incriminer les vrais responsables qui sont notre hiérarchie.
Si notre collègue a fait une faute, il faudra qu'il soit sanctionné, mais à la hauteur de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que qui l'a mis dans cette situation, qui l'a épuisé, qui c'est qui lui a pas donné l'information. Donc ne pas oublier tous ces gens-là qui créent de manifestation en manifestation les problèmes, des carrières brisées pour les policiers, des cas de conscience, et des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont aussi blessées ou mutilées. Vraiment, nos collègues sont vraiment du côté des gilets jaunes. Il n'y a que les syndicats majoritaires qui sont en train de paniquer, qui essayent de faire le relais du gouvernement en appelant l'armée, en appelant tout et n'importe quoi. Mais sur le terrain, ils disent « mais ouais, nous on en chie en fait ». Donc au bout d'un moment, il faudrait que si on peut gagner gagnant, c'est le moment de négocier là. Donc voilà, ils disent c'est des amis à nous qui sont en face, donc on n'a pas envie de faire les choses, quoi. Là, c'est vraiment tout le monde, il n'y a plus de côté, droite, gauche, machin, il y a des gens de partout. Donc on a forcément des copains en face, donc on n'a pas envie de leur faire mal.